J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Bonjour Pierre Larouille. Bonjour Alexis Lacroix. Vous n'êtes pas un inconnu pour les auditeurs de Radio J, attentifs, car vous intervenez souvent sur nos antennes. Alors vous habitez les Hautes-Pyrénées, c'est la raison pour laquelle nous faisons avec vous ce duplex évidemment filmé. On est très heureux de vous avoir, vous êtes anthropologue, vous êtes aussi économiste et vous livrez à de nombreuses études d'opinion dans le cadre de vos activités de conseil, mais qui sont évidemment passionnantes parce qu'elles essayent d'aller très loin dans l'analyse des attentes profondes de l'opinion française. Alors il y a une chose qui a changé et vous avez été amené à le commenter déjà, mais on va y revenir, c'est l'élection de Donald Trump et on va dire le changement mental que cela introduit pour beaucoup d'Européens, mais surtout beaucoup de Français, dans la perception qu'ils ont de l'unité de l'Occident. Est-ce qu'on peut dire que c'est un paramètre très important aujourd'hui à prendre en ligne de compte, l'action de cette administration, son style, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'analyse que vous faites, vous, comme anthropologue, des attentes profondes de l'opinion française? C'est beaucoup de questions avec des réponses difficiles, comme vous le savez, parce que les choses sont tellement mouvantes qu'on a du mal à trouver un point zéro, un point fixe auquel s'accrocher pour pouvoir parler. Parce que finalement, il y a un déchaînement, anti-Trump, anti-truc, anti-machin, bon, il fait ci, il fait ça. Ça ne m'intéresse pas trop de m'inscrire dans une description sous forme de bande dessinée quotidienne que je respecte tout à fait par ailleurs. Vous n'avez pas envie d'ajouter votre voix au concert de ceux qui, depuis la semaine dernière, disons, sont indignés par la façon dont il a traité le président Zelensky, par exemple, Si, bien sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont premièrement mieux placés que moi et en responsabilité et plus informés que moi, donc je préfère la fermer dans ces situations. D'accord. En revanche, il y a des sujets que je connais un tout petit peu mieux et qui sont effectivement de ce qui se passe dans l'opinion et qui sont des soubassements du trumpisme et du muskisme. C'est bien, muskisme, ça doit prêter à des... Alors le muskisme, vous avez raison, c'est un mot qu'on peut employer désormais, Pierre Larouille. On peut l'employer d'ailleurs à l'antenne aussi de Radio J, et vous avez raison de le faire ce matin. Le muskisme, c'est tout ce qui relève des idéologies, des préférences personnelles de l'oligarque de la tech, Elon Musk. Absolument. Je vais vous faire une confidence. Ce qui se passe, en fait, la question que vous posez, elle pose la question globale de qu'est-ce qu'est Trump, qu'est-ce qu'est Musk, qu'est-ce qu'est le fric et qu'est-ce que le mondialisme aujourd'hui. On a plusieurs manières de l'aborder. Il y a une manière très claire qui est de dire il y a un nouvel impérialisme financier et technologique qui est en train de faire main basse. Il y a une deuxième manière de le regarder. C'est de regarder de quoi ils vivent. Ils vivent dans un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, fondamentalement, ce que c'est un langage. Quand on le prend comme langage, il y a deux manières d'appréhender ce langage. Ou bien c'est un langage normatif de l'efficacité, elle peut être muskienne ou chinoise, c'est un langage du normatif, des algorithmes et de la simplification. J'allais presque dire d'une exploitation financière maximale du populisme. Il y a une deuxième forme qui est de revendiquer le langage pour ce qu'il est dans toutes ses contradictions, dans toutes ses complexités, et dont on croit, je pense que c'est une erreur, qu'il suffit de dire qu'on va mettre des règles, etc. Non, ce n'est pas seulement des règles. Il faut revendiquer ce qu'est le langage. La France, l'Europe, ce sont des peuples du langage. Nous pouvons revendiquer une parole. Cette parole, elle ne peut pas se résumer. C'est le seul point noir du summit par rapport à Emmanuel Macron. Nous étions presque revenus à l'efficacité des startups première génération. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle doit parler comme un grand projet unificateur de plein de choses dans la nation, parce que le langage, c'est toute la nation. C'est la recherche, c'est l'éducation, c'est le soft power, c'est le respect des langues régionales, c'est notre vision
de l'Afrique, du monde. C'est notre inscription des territoires, des données des territoires. Et en même temps, de tout ce qui est là à la base, ce sont aussi des choses où nous sommes très forts. Les applications spatiales, on peut regarder de très haut si on ne perd pas le bas. Et cette chose-là, cette mâchoire-là, elle correspond fondamentalement à la France, elle correspond sans doute fondamentalement à l'Europe. Alors, je vous interromps juste un instant parce que c'est passionnant ce que vous venez de nous dire. Vous venez de nous dire les traits caractéristiques des sociétés européennes et notamment de la société française, c'est d'avoir mis au cœur la rationalité du langage, ce qu'on appelle le logos dans la tradition philosophique. Ça reste un atout et on peut dire que, je traduis votre pensée, mais ce nouveau contexte international qu'on vient d'évoquer en ouverture de notre émission, Pierre Larouille, réveille en quelque sorte la conscience qu'ont les Européens d'être des peuples du langage. Est-ce que je vous résume bien? Vous me résumez, mais j'espère que vous n'allez pas trop vite en me disant, moi je vous le dis, je ne suis pas sûr que tout le monde pour l'instant en soit conscient. Mais je résumais votre pensée, disons, je résumais votre pensée, telle qu'elle s'exprime. Pardonnez-moi Alexis, un peu vite, donc je vais la préciser. Je vous en prie. C'est prendre une position. Encore une fois, je crois qu'il y a une constante qu'ont vu plein de gens, François Hollande, Dominique de Villepin, ont compris qu'il fallait faire une IA humaniste, européenne et open source. Ça, c'est clair. Alors, juste traduisez pour nos auditeurs qui ne sont pas aussi versés que vous dans les questions d'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce qu'on appelle une IA open source? C'est en tout cas que ce soit une mise en commun des données pour qu'on puisse travailler, offrir, partager et enrichir. C'est ça, c'est de ne pas privatiser ce qui fait la source d'énergie de l'intelligence, justement. Absolument. Je caricature moi aussi. Mais cette chose-là, il faut la revendiquer, mais il faut bien comprendre qu'il faut la revendiquer. Pardonnez-moi Alexis, je ne voudrais pas être un peu abscon. Néanmoins, derrière l'intelligence artificielle, je vais vous faire un aveu, je ne crois pas à l'argument utilisé par toutes les entreprises fortes de l'IA qui nous disent, mais vous savez, les algorithmes, ce ne sont que des probabilités, les statistiques. Je m'insurge parce que quand on met du langage dans des algorithmes, vous avez eu cette discussion très longue avec Bernard Maris, ce cher ami, on y met aussi de l'inconscient, on y met autre chose. Et donc, je ne peux pas croire que les associations qui se font dans le rêve, par exemple, et qui paraissent absurdes, pourtant, elles relient, elles ont un sens, et parfois elles sont lues. Eh bien, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra prendre conscience que la machine et sa puissance de calcul sont capables, comme notre cerveau, d'associer des choses. Ça ne veut pas dire qu'on va vers le transhumanisme. Ça veut dire, au contraire, qu'il faut prendre conscience que derrière l'intelligence artificielle, derrière les algorithmes, il n'y a pas que de la machine normative, il y a une véritable puissance qui met en cause l'humain. Et c'est pour ça que nous sommes, quand je vous parle de langage, à la base de la résistance aux deux normativités qui sont tyranniques, j'exagère, dictatoriales en Chine et dictatoriales par le fric avec Trump. Eh bien, alors, on a bien compris que donc, effectivement, je résume, l'Europe se retrouve à un tournant, à un turning point de son histoire pour ces raisons-là, et elle est en quelque sorte appelée, dans les années qui viennent, à inventer un modèle de relation avec l'intelligence artificielle qui ne sera ni le modèle chinois que vous venez d'évoquer, Pierre Larouille, ni le modèle américain. Alors justement, si on connecte cet élément que vous venez de décrire, mais qui est lié évidemment au bouleversement géopolitique de ces 2 derniers mois, si on le connecte avec votre étude qui est un petit peu un des fils rouges de votre activité, de ce que j'appelle les attentes profondes de l'opinion dans mon langage, mais pardonnez-le, c'est un langage effectivement journalistique, mais qui se réfère effectivement à ce que les Français attendent aujourd'hui de la scène politique. Quelles sont les conséquences, justement? Qu'est-ce que vous voyez émerger comme désir profond, comme désir latent dans l'opinion française de ce mois de mars commençant? Allez, je vais croquer mes propres expressions.
L'opinion, elle attend soit en général avec képi, soit sans képi. Qu'est-ce que ça veut dire un général avec képi, justement? Un général avec képi, je vais vous dire, 2027, contrairement à tout ce qu'on croyait, on va voir s'affronter les blocs populistes, les tendances populistes. En fait, c'est tous les mêmes. Vous verrez, on va rentrer dans les détails, mais Wauquiez, Retailleau, Le Pen, hop, c'est la même chose. C'est la même chose. On surfe sur des pseudo-tendances d'opinion. Et évidemment, à gauche, c'est la France insoumise. À gauche, c'est la France insoumise qui représente le populisme, ce que vous appelez le populisme. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est un populisme comme les autres. Et de l'autre côté, il y a, et vous le voyez sortir. Il y a quelque chose qui a envie de renaître, de réémerger. Il est porté par quelques acteurs. Dominique de Villepin, avec tous ses défauts et ses qualités. François Hollande, avec tous ses défauts et ses qualités. Sont des gens qui, aujourd'hui, tiennent des positions françaises et européennes, de soft power, de reconquête à la fierté française, qui sont assez symétriques, avec des positions personnelles très différentes. Mais sur le constat fait sur la société et sur le projet que doit porter la France, qui est malgré tout le sortir du populisme et de retrouver ses valeurs, il y a ces points communs là. Ils sont importants. Alors, parce que là, vous m'autorisez à ce stade... Ouais, allez-y, je m'autorise à ce stade une incise, après vous allez développer, Pierre Larouille, puisqu'on évoque les attentes profondes des Français, mais on évoque aussi des incarnations possibles de réponses d'ici 2027. Vous venez d'en évoquer plusieurs. Est-ce que l'action actuelle du gouvernement de François Bayrou n'est pas une action qui est plutôt guidée justement par la réappropriation d'un certain nombre de valeurs républicaines que vous venez d'évoquer? Et est-ce que sur ce champ-là, il n'y a pas une conscience plus nette, que vous ne semblez le dire, du défi important qui se pose à la France dans les 2 années qui viennent? Je voudrais finir ce que je disais, vous verrez que ça limite un tout petit peu, hélas, la position que je peux avoir sur François Bayrou. Ce qui est essentiel dans ce que je viens de vous dire, c'est que nous sommes dans une triple mâchoire qui est celle du climat. Je ne veux pas y insister, je crois l'avoir fait à votre micro, Alexis. Il y a évidemment le problème qui se passe avec Poutine, etc., et notre insécurité européenne. Et troisièmement, il y a ce problème de l'IA qui est en train d'installer un langage nouveau potentiellement et une économie nouvelle à laquelle nous n'avons pas forcément totalement réfléchi. Vous voyez qu'instantanément, ce qui se passe quand on a peur, c'est qu'on commence à se réunir au niveau européen et qu'on commence à dire « Ah, il faudrait qu'on prenne quelques mesures ». Sur la défense, on a du retard, mais au moins, faut-il le faire. Mais je vous rappelle quand même si on le cache, quand on fait de la défense aujourd'hui, certes, on peut faire des chars d'assaut ou des avions, on fait surtout beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, je vais vous dire, il faut mettre au défi nos gouvernants de faire que le pari de la défense et de la sécurité et de la protection soit aussi un pari de l'espérance et de créer avec les jeunes, justement, cette IA humaniste avec une recherche qui soit financée par les dépenses militaires comme avec les dépenses civiles. Je vous rappelle que c'est comme ça, à Los Alamos, qu'est née la puissance américaine, parce qu'ils ont fait le nucléaire et la recherche. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Alors, maintenant, vous m'entraînez sur l'opérationnel. Moi, je n'en veux pas à François Bayrou que je respecte. Je pense que c'est un homme... je ne le croyais pas, mais c'est un homme du passé. Ce qu'il est en train de porter, et j'en conçois ça redevient de la politique demi-mesure, centriste, on va à droite, on va à gauche, etc. On s'adapte. Je pense que François Bayrou est tout à fait adapté à être le Premier ministre jusqu'en 2027. Je crois qu'il ne porte plus le sursaut qui va être brutal. Je ne parle pas d'âge, là, parce que je vous ai cité des gens qui ont le même âge que lui, voire plus vieux. Non, je pense vraiment qu'il faut radicalement changer, et les gens qui seront face au populisme devront être armés d'une colonne vertébrale qui ne sera pas centriste, qui sera très déterminée. Même si elle est centriste sur le plan du fond politique, de la culture politique.
mais pas dans la forme. Alors justement, c'est passionnant, on analyse les attentes profondes des Français au regard de ce nouveau contexte, international notamment. Vous nous dites qu'au fond, il va y avoir en 2027, par-delà les partis et les hommes et les femmes, une confrontation plus essentielle entre un certain républicanisme nationaliste, patriotique en tout cas, d'un côté, et les populismes de l'autre. Vous avez cité les noms d'hommes qui prétendent aujourd'hui mener cette confrontation pour le camp républicain. Il y en a beaucoup, vous avez remarqué. Oui, il y en a beaucoup. Vous avez cité donc plusieurs hommes. Évidemment, la liste est longue. On ne va pas étudier chacun des profils. Mais justement, on peut dégager des caractéristiques communes. Dans les attentes des Français, qu'est-ce qu'ils attendent justement de ceux qui seront les incarnations de cette grande famille républicaine face aux populistes? Et qu'est-ce qu'ils attendent qui serait nouveau par rapport aux élections présidentielles antérieures, Pierre Larouille, celle de 2022, celle de 2017 et évidemment celle de 2012? Les Français, ils attendent 3 choses. Sécurisez-moi, protégez-moi. Prouvez-moi que vous êtes important, donc organisez les choses pour que je sois protégé. Troisièmement, avec moi, produisez une espérance. Il n'y aura rien dans ce pays si on ne porte pas de l'espérance pour la jeunesse. Mais il n'y aura rien dans ce pays si nous n'assurons pas la sécurisation. Et elle dépasse les problèmes de l'autorité quotidienne. Il faudrait sortir de la démagogie sur la question de l'autorité. Je vais faire un petit plaisir à mon ami Jean-Pierre Lebrun, le psychanalyste. Il vient de sortir un livre qui s'appelle « L'éducateur et le psychanalyste ». C'est très important de voir quelle a été la dérive, en fait, dans la famille, dans la société, du problème de l'autorité. Mais je ne veux pas glisser sur ces questions-là, que je reconnais tout à fait en l'actualité. J'en souffre comme vous. Et voilà, je crois que les clivages, ils sont là. C'est « prouvez-nous que le politique existe ». Et pour ça, c'est un peu ce que je vous ai indiqué. C'est rassurez-nous, c'est-à-dire construisez-nous une défense face au climat, face à la Russie ou à d'autres. Et de l'autre côté, porter une espérance qui fasse que nous ne soyons pas happés par la normativité américaine et que nous trouvions la place pour retrouver une fierté française ou européenne avec un soft power dans le monde. Alors justement, c'est très intéressant, Pierre Larouille, parce que vous y avez fait allusion au début de cette conversation. On analyse l'esprit du temps, hein, justement, au-delà de l'actualité immédiate, on analyse l'esprit du temps avec vous, puisque c'est votre domaine de spécialité comme anthropologue et spécialiste des études d'opinion. Vous nous avez dit, au fond, il y a eu un long processus de dépolitisation. On a rendu les armes face à l'économisme triomphant, etc., etc. Les personnalités publiques qui vont incarner cette relève républicaine, selon vous, en 2027, dans l'élection française, elles auront pour point commun, justement, de vouloir repolitiser le discours, repolitiser les enjeux? Vous savez, comme disait un grand sportif de mes amis, la fonction crée l'organe. Zelensky était un comique, je crois. Il ne fait plus rire. Ou plus exactement, c'est un clown triste et à la hauteur. Donc, je ne suis pas dans l'incarnation en train de dire qu'il y a des gens qui correspondent, des gens qui ne correspondent pas. Je dis qu'il y a des gens qui devront être à la hauteur du personnage qu'ils doivent jouer, à la hauteur du discours qu'ils doivent porter et dans la capacité d'union qu'ils doivent générer. Ça suppose de l'expérience, ça suppose de la confiance et ça suppose du panache. Vous voyez, pour prendre les deux dont on a parlé, vous voyez à qui je peux faire référence dans chaque cas. Voilà, je ne suis pas sûr que ces personnages-là en particulier, par exemple, soient à la fin de la course. Je suis en train de vous dire que le débat va se cristalliser autour de cette montée où, moi personnellement, je peux par exemple, avec notre ami Stéphane Rosès, que vous connaissez très bien, m'accorder sur ces idées de souveraineté, de choses. J'en ai marre des mots. Surtout qu'en psychanalyse, on ne partage pas toujours les mêmes avec notre ami Stéphane. Et je crois qu'il faut, aujourd'hui, en fait, c'est plus simple que ça, vous savez. C'est à la hauteur de notre vie quotidienne, ce qu'on ressent dans notre ventre et dans notre tête. On a besoin de ne pas avoir peur
Mais on a besoin d'espérer, on a besoin d'ambition pour nos enfants, pour nous. Alors justement, On a ça envie c'est... de changer. Voilà, justement, vous êtes en train de parler de la crise du rapport à l'avenir. On se souvient, vous le citez souvent, qu'il y a maintenant 25 ans, Pierre-André Taguieff avait signé un livre sur l'effacement de l'avenir. Au fond, les personnalités que vous évoquez, ce seront peut-être elles, ça sera peut-être d'autres profils, mais auront pour point commun de redonner confiance à l'avenir aux Français, et donc de leur rouvrir un chemin d'espérance. Mais est-ce que, là je reformule ma question, est-ce que ça veut dire qu'ils seront capables de tenir un discours plus politique que les discours qui ont été tenus jusqu'à présent par de nombreux candidats au présidentiel qui s'engluaient beaucoup dans les questions économiques essentiellement? Et vous croyez que mon discours n'est pas politique? Ah, Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, faire de la politique, c'est quoi? On a deux logiques. Ou bien on fait de la politique sur l'efficacité, discuter avec Trump, avec Musk, on va discuter de s'il faut couper les services publics, de trucs et de machins. Ou est-ce que faire de la politique, c'est les trois choses que je vous dis? Je veux être protégé. Je veux qu'on s'organise. Comment on organise la collecte des données qui fait l'intelligence artificielle et comment tout le peuple français y participe, ou européen? Tout à fait. Comment je porte une espérance au travers de ça pour que ma jeunesse ne se sente pas obligée de devenir américaine ou chinoise? C'est pas faire de la politique, ça? Bien sûr. Le nouveau De Gaulle, il est là. Il n'est pas dans des mots, il n'est pas dans des personnages. Il est dans le fait que vous voyez bien aujourd'hui qu'on parle de la dissuasion nucléaire. Je me souviens, je ne sais même pas si ce n'est pas avec vous, Alexis, que j'ai parlé de la question de la dissuasion nucléaire il y a quelques mois, où je faisais remarquer que si Trump arrivait, se poserait le problème du bouclier français, Tout à fait. voire britannique. On y est? On y est. Bien sûr. Voilà. Alors demain, on se posera la question, est-ce qu'il faut attendre 30 ans, 40 ans, pour comprendre que la dissuasion sur l'IA, c'est maintenant? Alors justement, c'est passionnant. Il nous reste 1 minute 30 à ce micro ce matin, Pierre Larouille avec vous. On vient d'analyser, disons, les grandes lignes de 2027. Sur la question européenne, est-ce que ce clivage des populistes et des républicains va s'aggraver d'après vous? Oui, sûrement. Je suis un grand utopiste. Quand il y a des grandes périodes de rupture, il faut être soi-même en rupture avec soi-même et avec ses idées. Je crois qu'il faut créer les conditions pour que les jeunesses nous débordent. Quand on parle de l'intelligence artificielle, quand on parle des réseaux, il faut que la jeunesse nous dise ce qu'elle veut faire de ça. Il faut dire aux chercheurs qui partent dans la Silicon Valley, non, vous êtes nos stars, vous revenez ici. C'est votre patrimoine, c'est le nôtre. Bossez avec nous. Espérez avec nous. C'est pas que du fric, tout ça. Et ils le savent. C'est pas leur moteur, en plus. Mais il faut leur donner les conditions. On fait revenir des sportifs pour les Jeux Olympiques. Faites revenir les chercheurs. Entretenez la recherche en France. Proposez des choses à la jeunesse. Ouvrez les lycées et les collèges dans les salles non occupées pendant les hors des cours et créez de l'adaptation à ces nouvelles donnes de l'intelligence. Donnez la possibilité à la jeunesse de s'approprier la langue qui nous porte et que nous voulons exporter. Pierre Larouille, on vous remercie chaleureusement pour ces analyses passionnantes. On analyse évidemment régulièrement au micro de Radio J l'opinion avec vous et on vous souhaite dans l'immédiat un excellent Shabbat. À très vite. Merci Alex Lacroix. Ça, c'est uniquement sur Radio J.